vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, bonsoir, merci de votre fidélité comme tous les jours de 17h à 19h avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Ça va très bien, Cécile. Alors, nonobstant la mauvaise météo de Rémi André. Non, on adore. La mauvaise météo de Rémi André, vous êtes un soleil pour mes fins de journée. Oh merci, il y a deux soleils aujourd'hui. Bah oui, parce qu'on est en studio ensemble de 17h à 20h, vous êtes au courant? Ouais. Un peu, oui. Moi, je dirais pour les nuits virtuelles. C'est-à-dire vous pouvez développer. Que vous êtes un soleil pour les fins de journée, c'est la moindre des choses. Ah oui, d'accord. Vous avez un truc à nous demander. Vous êtes sur Sud Radio avec Philippe Bilger. Allez les amis. Ça commence bien. Numéro 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. Le changement de premier secrétaire, c'est maintenant. En tout cas, c'est le souhait de François Hollande. L'ancien président réclame le départ d'Olivier Faure et un congrès du PS pour le remplacer dès l'année prochaine. Le député PS préconise une nouvelle figure plus à même de rassembler autour de sociaux-démocrates ou de places publiques. Alors parlons vrai. Est-ce que cet appel au départ d'Olivier Faure n'est pas un signe? Est-ce que vous croyez à une candidature Hollande en 2027? Voire avant, si jamais le calendrier politique s'accélérait. Hollande se prépare-t-il pour la présidentielle? Vous dites oui à 57%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels à 100% au 0826 300 300. Et notre invité Nicolas Corato sera avec nous, spécialiste de communication politique et président fondateur du think tank Place de la République. Le coup de projecteur des vraies voix, comme tous les jours à 18h30. Bruno Retailleau réunit au ministère de l'Intérieur les préfets des 21 départements les plus concernés par les problèmes d'immigration clandestine. Objectif: examiner les points d'amélioration possibles dans l'exécution des procédures d'éloignement. Alors parlons vrai. Est-ce que l'application des OQTF passe par les préfets? Est-ce que Retailleau a raison de vouloir serrer la vis? C'est à cette question. Retailleau peut-il trouver une porte de sortie pour les OQTF? Vous dites oui à 54%. Vous voulez réagir? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et notre invité sera Jean-Paul Gourevitch, chercheur, essayiste et spécialiste de l'immigration. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger. Merci d'avoir choisi Philippe. un programme pour moi, parce que vous allez me permettre de citer Retailleau sans qu'on se moque de moi. Voilà, écoutez, c'est lui qui fait l'actualité, ça n'est pas nous. Ça va, il vous a Philippe rapporté Bilger? tellement de points. Qui c'est qui l'a dit, Retailleau? Tellement. Formidable. Et les sujets sont très bons. Bien sûr, merci. Sandrine Pégot est avec nous. Philippe, vous pouvez laisser Cécile me présenter, Oui. c'est Voilà, fou, c'est ça. ça. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de silence? Mesdames et messieurs, Sandrine Pégot, avocate, pénaliste. Comment ça va, Sandrine? Ça va très bien. Mais je m'étais disputée la dernière fois parce que je ne souhaite pas qu'on dise avocate. Ah bon? Avocat pénaliste. Avocat pénaliste. Ouais, non, avocate, j'aime pas trop féminiser, Non, mais c'est... pour toi, pour vous, je ne vous en tiendrai pas. Non, avocat, c'est vrai que moi je préfère le côté masculin des choses. Mais voilà. Responsable d'erreurs Alors judiciaires. que Christophe Madrol, conseillère régionale. Je préfère qu'on dise conseiller et non pas conseillère, Madame le Minibus. On peut parler de conseiller régional de la région Sud. Et conseiller en un mot, bien entendu, on est d'accord? Oui, bien sûr, parce que si on coupait, effectivement, ça serait un peu compliqué. Ça dépend à quelle syllabe. Je crois que vous êtes donc vous êtes sur Sud Radio avec Philippe Bilger. En tout cas, la bienvenue à tous, 0826 300 300. Et notre auditeur Hakim de Villeneuve-sur-Lot est avec nous. Bonsoir Hakim. Bonsoir Hakim. Et oui, bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe, content de vous avoir au téléphone. Eh ben, on est ravis de vous accueillir. Vous vouliez revenir sur l'impuissance des Occidentaux et des dirigeants arabes d'imposer une dynamique de paix. Et oui, je suis un petit peu en colère contre certains dirigeants de grande puissance de ce monde qui pourraient faire quelque chose, et également, je les oublie pas, les dirigeants arabes que je n'entends pas, et je trouve que c'est pas normal parce que ils ont quand même eux aussi un poids dans le jeu politique, et je les trouve très 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 discrets, et moi je me demande bien pourquoi. Alors je sais qu'il y a des intérêts nationaux, mais enfin quand même c'est une guerre qui dure maintenant depuis très très longtemps. Il y a beaucoup de morts et on ne peut pas se contenter de belles paroles. Il faut commencer maintenant à poser les jalons de la paix.
et ça passe forcément par une pression. S'il n'y a pas de pression, il n'y aura rien du tout. Et Emmanuel Macron, en disant, moi je trouve qu'il a posé la première pierre, il a été courageux en disant il faut arrêter la livraison d'armes. Non pas qu'il ne faut pas que Israël se défende, bien entendu qu'Israël doit se défendre, c'est une évidence. Mais ça fait 1 an, et il serait temps de revenir, si vous voulez, à des choses très élémentaires. Et la première des choses, il faut penser à la libération des otages. Il y a des gens qui attendent dans des tunnels, qui attendent. Et vous avez aussi, et bien évidemment, des gens, des enfants, des femmes qui meurent tous les jours dans la bande de Gaza. Et mais ça, Hakim, vous comprenez quand même qu'Israël n'a pas forcément envie de faire la paix avec le Hezbollah et le Hamas. Et là, on sort de Gaza et on sort de... Et réciproquement, que le Hamas et le Hezbollah veulent éradiquer Israël. Je trouve que le point de vue d'Hakim est doublement pertinent. D'abord, il a le courage de parler d'une solution politique alors qu'on n'en parle pas, et il donne une piste qui vaut ce qu'elle vaut, mais il faudra bien commencer par un premier pas, peut-être jugé dérisoire, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut se rappeler aussi, Hakim, que les dirigeants des pays arabes que vous citez ont refusé moult fois les Palestiniens sur leur territoire. On sait très bien que le peuple palestinien a toujours été refusé en Égypte, a toujours été mis à l'index dans les pays arabes. Et la question aujourd'hui n'est pas une question évidemment religieuse. Ce serait trop facile de régler la question religieuse comme on pourrait le dire avec les pays arabes. C'est une question clairement politique et économique. Parce qu'on sait très bien que l'argent de la guerre aujourd'hui, la raison de la reconstruction, fait que tout le monde est en train d'essayer de se gaver sur une guerre qui dit pas son nom. On est en retard. Sandrine, un petit mot? Oui, juste, oui, bien sûr, Hakim, vous souhaitez une prise de position forte, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, la diplomatie et le courage ne font pas bon ménage. Oui, exactement. En tout cas, Hakim, vous restez avec nous, puisque vous avez de la diplomatie et du courage, en tout cas, d'être avec nous dans les deux cas. Merci en tout cas de cet appel. Vous restez avec nous jusqu'au qui c'est qui l'a dit. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Que nous dit le procureur dans un instant? Alors, paradoxalement, le procureur a peut-être parfois pitié d'Emmanuel Macron. Oh, mon petit chat, il est mignon. Un peu de douceur dans ce pays de brut. Allez, exactement. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec nos vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix avec nos éditorialistes du jour, dont un qui est particulièrement ronchon, Christophe Madrol, qui est avec nous. Comme d'habitude. Conseiller régional de Région Sud. Sur ce plateau. Ça me rend dingue. Avec à sa gauche Sandrine Pégan qui est avec nous, avocat pénaliste, et puis Philippe Bilger, bien entendu, notre président de l'Institut de la Parole. Ça va mon Philippe? Ah, mais en pleine forme. Alors j'ai passé une journée épuisante. Oh mon petit chat. Mais le fait d'avoir les vraies voix avant Pascal Praud, ça me met en forme, ça me donne de la force. De la patate. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Mettre de bonne humeur. Bonsoir Félix Mathieu. Allez, bonsoir Christophe, ne toussez pas dans le micro. C'est très toussez désagréable. à côté, parce que sinon, là, on ne s'entend plus. Félix Mathieu, bonsoir. De quoi parle-t-on dans un instant? On va parler de la motion de censure défendue à l'instant par Olivier Faure à l'Assemblée. Hold-up démocratique, a dit le premier secrétaire du PS à propos du gouvernement Barnier. On va parler aussi de ces huées au sujet d'Emmanuel Macron hier à l'événement du CRIF pour le 7 octobre. Et puis de ces étudiants mobilisés pour Gaza, Sciences Po et dans les facs. En 3 mots, ça donne censure, huée et étudiants. On en parle dans un instant. Tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Faut-il avoir pitié du président Macron? On sent que le procureur va demander les circonstances atténuantes dans son réquisitoire. Je sens que lorsque je me demande si Emmanuel Macron doit inspirer la pitié, je pense que beaucoup, au contraire, considèrent qu'il doit inspirer de la colère. J'irais, et le paradoxe d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a connu une série d'aléas, de dysfonctionnements, de crises dont il n'était pas toujours responsable, mais en même temps, lors de la gestion de ces événements, on comprenait qu'il pouvait susciter de la colère. C'est ça mon problème avec lui. Les gilets jaunes, il les traite avec condescendance, et puis après, il comprend mieux que personne comment ils sont arrivés là, et il a le courage de dire que ça va lourdement affecter la France. À chaque fois, c'est pareil, et
pour terminer, il est très content de la dissolution, puisqu'il indique à des députés amis macronistes, il en reste quelques-uns, qu'en réalité, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc Emmanuel Macron est beaucoup plus complexe qu'on le dit, et parfois il est accablé par tout ce qui lui est tombé sur le dos et sur le destin, mais je comprends aussi les gens qui en ont assez de lui, j'allais dire autre chose. Sandrine Pégan. Alors en général, les circonstances atténuantes sont développées par la défense. Mais là, j'en ai pas. Parce que pour moi, c'est uniquement de la colère. Et j'ai l'impression qu'en fait, M. Macron n'a pas assez de recul, ne serait-ce que sur ses propres décisions. Et ça, pour moi, ça me pose un vrai problème. Et j'ai l'impression que pour le peuple, les citoyens, c'est exactement la même chose. Donc pitié non, colère oui. Christophe Madrol. Moi, j'ai beaucoup d'affection par ce président qui est quand même une personnalité assez atypique. C'est vrai qu'il y a eu l'histoire, il y a eu l'histoire des Gilets jaunes et Philippe Ligère le rappelle avec intérêt. C'est vrai qu'il a quand même dit, il a parlé non pas des sans-dents comme on a parlé François Hollande, mais il a parlé que s'il y avait du travail, il y avait du travail en France, il faut aller traverser la route pour en trouver. Il a quand même cassé les corps intermédiaires et il s'est retrouvé face au peuple. Mais en même temps, il est allé devant les Gilets jaunes, organiser des réunions auxquelles on a participé, qui étaient incroyables, puisqu'il a tenu entre 7 et 12 heures à parler avec des gens qui n'étaient pas directement concernés, mais qui étaient intéressés par le discours du président Macron. Et on a vu ce garçon quand même réagir et surréagir aux situations. Mais il en est responsable, Philippe. Il est responsable de la situation de la France aujourd'hui, malgré la complexité de ce garçon. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont censure, huée et étudiants. Olivier Faure dénonce un hold-up électoral, un détournement démocratique. L'Assemblée nationale examine en ce moment même la motion de censure déposée par la gauche contre le gouvernement Barnier. Des huées ont retenti quand Michel Barnier a mentionné le président Macron hier lors de l'hommage organisé par le CRIF aux victimes du 7 octobre. Et puis des étudiants se mobilisent pour Gaza. Sciences Po et dans des facs, ils disent avoir prévu cet hommage aux victimes de la guerre avant l'appel de Jean-Luc Mélenchon, appel très critiqué, y compris à gauche. Les vraies voix Sud Radio. Le suspense est quasiment nul. La motion de censure proposée par la gauche contre le gouvernement Barnier n'a quasiment aucune chance d'être adoptée, faute de voix pour la voter en dehors des partis du nouveau Front Populaire. Quoi qu'il en soit, cette motion de censure, elle a été défendue tout à l'heure en tribune par le socialiste Olivier Faure. Il est revenu sur la nomination illégitime, selon lui, de Michel Barnier à Matignon. Alors, dit-il, que le NFP est arrivé en tête le 7 juillet. C'est l'idée développée par le premier secrétaire du PS. Vous ne pouvez ignorer la violence de ce détournement démocratique, la violence de l'offense faite au peuple français. Je vous demande donc, Monsieur le Premier ministre, sans détour, si nous ne parlions pas de vous, si nous étions dans un autre pays que la France, comment qualifieriez-vous votre propre nomination ? Vous seriez le premier à dénoncer un hold-up électoral et sans doute à décrire un régime illibéral. Dans tous mes déplacements, je rencontre nos concitoyens, souvent en colère, écœurés, tous affligés que le chef de l'État ait pu trahir ainsi, sans trembler, leur vote et la tradition républicaine. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, notait que selon des indiscrétions, la réunion entre Michel Barnier et les députés macronistes a été assez houleuse ce matin. Le Premier ministre a eu un succès tout relatif, semble-t-il, dans son opération recoller les morceaux avec l'ancienne majorité. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que les députés macronistes iront voter la motion de censure du nouveau Front Populaire. On est encore très loin de ça quand même. Philippe Bilger, est-ce que c'est pas une motion de censure pour se faire plaisir ? Comme elle a aucune chance de passer bien sûr. Après la destitution qui servait à se faire plaisir et puis aussi. Là aussi, j'éprouve une lassitude. On a bien compris le hold-up démocratique. Ça commence à faire, à ressasser en permanence le fait que on sait que le macronisme plus les républicains, c'est une majorité. Il faut arrêter de nous parler du NFP. C'est une majorité relative. Il faut rappeler aussi qu'Olivier Faure a tué Bernard Cazeneuve dans les possibilités d'une nomination de Bernard Cazeneuve. On aurait pu avoir un Premier ministre issu de la social-démocratie. Ils ont présenté cette pauvre Lucie Castet. Elle en est où d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle devient? Vous avez des nouvelles? Elle disparaît peu à peu. Non, elle n'est plus à la mairie. Elle a démissionné. Elle a démissionné. Cette pauvre Lucie, a priori, j'ai rien contre elle, plutôt sympathique. Elle parle bien, mais qui n'était pas charpentée pour... Vous êtes gentil, là. Non, mais elle est gentille fille, je ne la connais pas. Mais donc, a priori, je suis un garçon plutôt correct, Philippe. Donc, c'est une... Vous n'avez pas dit une brave fille. Non, mais par contre, Olivier Faure est responsable de la non-nomination de Bernard Cazeneuve. Et c'est sa responsabilité. Un mot, Sandrine.
Non, oui, motion de censure, pour moi, c'est juste pour le plaisir, puisqu'on sait très bien qu'elle passera pas, de toute façon, voilà. Donc, histoire de marquer le coup. Voilà. Oui, allez, le deuxième mot, huée, celles qui ont fusé hier, quand le président Macron a été mentionné lors de l'événement du CRIF. Le Premier ministre Michel Barnier s'exprimait lors de cet hommage aux victimes du 7 octobre 2023, événement organisé par le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et après les propos controversés d'Emmanuel Macron sur l'arrêt des livraisons d'armes utilisées par l'armée israélienne à Gaza, eh bien la salle a vivement réagi quand il a été question justement du président de la République. Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, sur tous les membres du gouvernement pour protéger nos compatriotes de confession juive. Réaction similaire quand le chef du gouvernement a évoqué la question des otages. L'engagement, qui est aussi celui du président de la République, à tout mettre en œuvre pour les faire libérer. La France n'abandonne jamais ses enfants. Environ 4000 personnes étaient au rendez-vous de cet hommage organisé par le CRIF, dont notamment les anciens présidents Hollande et Sarkozy. Philippe Bilger, on ne peut pas dire que Emmanuel Macron soit très populaire. Hein. Bien sûr, j'en parlerai tout à l'heure. Il est évident, la décision qu'a prise Emmanuel Macron n'est pas lâche, mais en même temps, je le disais hier, il n'a jamais l'intuition du moment juste. C'est un problème. Ouais. Christophe Madrol. Complètement d'accord avec Philippe Bilger. Sortir cette phrase la veille du 7 octobre, c'est une provocation. Pourtant, Emmanuel Macron a une feuille de route très claire par rapport à Israël et par rapport aux attentats qu'il y a eu le 7 octobre 2023. Il a toujours été cohérent. Il n'a pas flotté sur d'autres dossiers. Il a été très flottant là-dessus. Il a été clair. Il a été du côté d'Israël en dénonçant l'abomination du Hamas et du Hezbollah. Les choses étaient claires. Mais là, sortir à la veille, j'ai pas compris le timing qu'il avait. Le maître d'horloge, à mon avis, c'est un peu planté sur le rythme des horloges. Sandrine Pégan. En tout cas, d'avoir été hué comme ça, c'est juste pour moi, et on en parlait tout à l'heure avec M. Bilger, c'est juste une continuation de son désaveu. Oui. Parce que envers la population, c'est pas possible de rester comme ça. Et donc, on voit bien que là, d'avoir été autant hué, sifflé, c'est que finalement... Surtout de la part du CRIF. Allez, le troisième mot, étudiants, ceux qui se mobilisent dans les facs et à Sciences Po. Mobilisation pour les victimes de cette année de guerre à Gaza, alors qu'une partie de la gauche se désolidarise de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait appelé ce week-end, je cite, à mettre des drapeaux palestiniens partout sur les campus dès aujourd'hui. Une propagande qui n'a pas sa place dans les lieux publics, lui a répondu François Hollande ce matin. Mais un hommage était bel et bien prévu avant cet appel du leader insoumis, indique cette étudiante mobilisée tout à l'heure devant Sciences Po. Comme tous les gens de notre âge, tous les jours, on regarde sur nos téléphones des choses que les médias ne montrent pas à la télé. Peut-être que c'est des images qui sont trop choquantes, trop violentes. Un père tenir son enfant décapité devant les caméras, justement pour qu'on témoigne. Des mères pleurer sur le corps de leurs enfants. Un père qui a dû amputer la jambe de sa fille sur la table de leur cuisine parce qu'il ne pouvait pas aller à l'hôpital. Le nombre d'atrocités qu'on a vues depuis l'année dernière, c'est tellement inacceptable. Une veillée, c'est la moindre des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Alors peut-être que à la télé, ils vont nous faire passer pour je ne sais pas quoi, mais c'est pas grave en fait, parce que nous, on sait que notre cause est digne, notre cause est juste. Une étudiante de Sciences Po, micro Sud Radio de Clément Arion. Une petite réaction peut-être. Elle décrit des horreurs, mais il paraît qu'à Sciences Po, ceux qui voulaient rendre hommage aux victimes de la barbarie ont eu à peine un petit moment pour le faire. Christophe. Après, vous n'êtes pas obligé de réagir. Non, pas en rajouter. Moi, je peux comprendre le coup de gueule des étudiants de Sciences Po. Une guerre, c'est horrible, quelle que soit la guerre. On voit ce qui s'est passé. Ça n'existe pas. Et voilà, une guerre propre, ça n'existe pas. Mais il y a eu quand même plus d'1 millier de juifs tués dans les conditions qu'on sait, attaqués par des terroristes du Hamas sur le territoire israélien. Il ne faut pas oublier la responsabilité de chacun par rapport à ça. Même s'il faut appeler à la paix, même si effectivement il faut qu'à un moment donné que tout ça se repose, mais il y a une responsabilité claire de ces terroristes du Hezbollah comme du Hamas qui sont contre les peuples palestiniens. Je l'ai dit sur Sud Radio multiples fois, ce ne sont pas les amis du peuple palestinien. Et on aurait peut-être pu... En fait, pas à toi, mais en fait, c'est pas grave. Et on aurait peut-être pu comprendre si
si ces étudiants de Sciences Po avaient aussi sorti des drapeaux ukrainiens, par exemple, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Exactement. Ou israéliens, Cécile. Oui. Ou s'ils appelaient à la paix. Je suis allé rue Saint-Guillaume. C'est ça que je veux dire. Voilà, je suis allé rue Saint-Guillaume il y a quand il y a eu les grands mouvements pro-palestiniens, il n'y avait que les drapeaux palestiniens. Il n'y avait pas un drapeau israélien. À un moment donné, il y a un équilibre à tenir. Moi, je tiens à cet équilibre-là. J'appelle à la paix, point. Allez, dans un instant, on va revenir sur cette information. François Hollande qui se positionne, il réclame le départ d'Olivier Faure et un congrès pour secouer le PS dès l'an prochain. Ambitieux, l'ancien chef de l'État a-t-il des ambitions présidentielles, Alors parlons vrai, est-ce que cet appel au départ d'Olivier Faure n'est pas un signe? Est-ce que vous croyez à une candidature Hollande en 2027? Hollande se prépare-t-il pour la présidentielle? Vous dites oui à 57%. Venez nous donner votre avis. Vous regrettez François Hollande depuis qu'il a quitté l'Elysée? Venez nous le dire au 0826 300 300. Nicolas Corato est avec nous, spécialisé communication politique, président fondateur du think tank Place de la République. Bonsoir Nicolas Corato, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce qu'un président devrait faire ça? Un président, je ne sais pas, mais manifestement, il y a un éléphant dans le magasin de porcelaine. En tout cas, il est revenu dans le magasin. Et il est bien au centre. On en parle dans quelques instants. Merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix reviennent dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix de ce mardi avec nos éditorialistes du jour, avec Philippe Bilger. Comment ça va, mon Philippe? En pleine forme, surtout qu'on a un sujet sur quelqu'un que j'adore. Arrêtez. Allez. Avec Sandrine Pégan qui est avec nous, avocat pénaliste. Ça va, Sandrine? Oui, ça va toujours. Vous êtes bien entouré en tout cas. Ah oui, ça. Et Christophe Madrol qui est avec nous. Ça va, mon Christophe? Ça va, ma Cécile? Très bien. C'est donc que d'amour. Oui. C'est quoi cette voix? On a pris le ton crooner. On est la radio de l'amour à Sud Radio. Non mais Christophe Madrol, c'est The Voice quand même. Oui. Vous avez un petit côté Frank Sinatra méditerranéen. Vous avez travaillé sur 3615 code ULA? Jamais? Non, jamais. Allez, jamais. Ça ne nous rajeunit pas, ça. Allez, un petit peu de... Soyons sérieux. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. Il faut donc que le Parti Socialiste ait un congrès assez rapidement et qu'ensuite ce congrès ouvre la voie à un rassemblement plus large. Alors j'ai été votre président pendant 5 ans. Je suis socialiste. Je veux rassembler la gauche et les Français. C'est qu'il faut constituer cette force. Sinon, il n'y a pas d'avenir pour toute personnalité qui voudra précisément incarner le centre-gauche, incarner la gauche réformiste. Un ancien président peut très bien refaire de la politique et c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle. Le changement, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. François Hollande donc réclame un changement à la tête du PS. Il souhaite remplacer Olivier Faure par une nouvelle figure. De qui parle-t-on? Lors d'un congrès prévu l'an prochain, capable de mieux rassembler les sociodémocrates et Place Publique. Alors parlons vrai. Est-ce que Hollande doit remettre la main sur le PS directement ou via un homme, je mets des guillemets, de paille pour augmenter ses chances pour 2027? Peut-il rassembler à gauche face à LFI? Et à cette question, Hollande se prépare-t-il pour la présidentielle? Vous dites oui à 57%. Vous espérez le retour de François Hollande? Ou pas du tout? Vous dites 5 ans, ça suffit. Venez nous le dire au 0826 300 300. Aude attend vos appels et les vraies voix aussi. Et Nicolas Corato est avec nous, spécialiste de communication politique et président fondateur de ce think tank Place de la République. Merci Nicolas Corato d'avoir accepté notre invitation. Alors que pense le procureur de cette prise de position de notre ex-président? Eh bien, le procureur va essayer de dire en très peu de temps ce qu'il pense. D'abord, je n'ai jamais appartenu à la majorité des gens qui tournaient en dérision François Hollande, alors que le commun des citoyens ne le valait pas. Deuxième élément, j'ai trouvé regrettable son adhésion au nouveau Front populaire qui jurait avec ses engagements précédents. Troisième élément, il me semble dorénavant s'insérer dans une stratégie où il devient de plus en plus cohérent par rapport à ses finalités. Oui.
le premier secrétaire du Parti socialiste, et pourquoi pas demain l'élection présidentielle, même si probablement, si on le questionnait maintenant, s'il avait la sagesse de venir aux vraies voix, il dirait non, je n'y pense pas réellement. Mais il y a quelque chose de cohérent, me semble-t-il, dans sa stratégie. Christophe Madrol. Philippe, bravo pour l'explication. Je vais vous livrer un secret sur Sud Radio. Vous voulez bien nous faire voir, vous, hein, c'est ça. Un soir, François Hollande, qui me recevait à l'Élysée, à l'époque où il était président, m'a dit « Tant que Jean-Luc Mélenchon domine cette gauche, la gauche ne reprendra jamais le pouvoir en France. » Et il a raison. C'est pour ça que la question de redéfinir l'espace politique de la social-démocratie permet à des gens comme François Hollande, à Raphaël Glucksmann, à Stéphane Le Foll, au maire de la région parisienne, là, que ne j'oublie toujours son nom, de pouvoir exister dans cet espace social-démocrate. Parce que depuis, Carole Delga par exemple, vous avez vu que le week-end dernier, tous ceux qui incarnaient la social-démocratie en France ont fait leur journée de rentrée. Et ça commence à peser dans le débat public. Et on a vu les médias suivre la séquence de Bram avec Carole Delga, de suivre la séquence de Raphaël Glucksmann, de suivre la séquence avec François Hollande. Et aujourd'hui, cet espace social-démocrate qui existe dans les autres pays européens commence à prendre une forme dans l'espace politique français. Et c'est intéressant à suivre. Sandrine Pégan. La question est de savoir si, donc, vous nous demandez si Hollande se prépare pour une présidentielle. Oui. Des formations professionnelles, j'ai envie de vous dire que tous les éléments sont présents au dossier pour asseoir sa culpabilité. Parce que là, pour le coup, là, tous les feux sont au vert. Déjà, d'une, il a dit qu'un retour à l'Élysée, c'était pas à exclure. Quand Édouard Philippe avait officialisé sa candidature à la présidentielle, lui aussi l'a dit. Là, les tensions se sont refroidies avec Monsieur Faure, puisqu'il a demandé un inventaire de son quinquennat. Donc, il met aussi en avant et de façon élogieuse son expérience avec la crise grecque. Donc oui, pour moi, c'est officiel. Nicolas Corato, il y a un principe depuis l'élection du président de la République au suffrage universel, il faut avoir un parti pour soi, pour essayer de conquérir l'Élysée. Est-ce que il nous fait le remake de François Mitterrand 1971, François Hollande? C'est une bonne comparaison, Philippe, parce qu'effectivement, l'obsession de François Hollande, c'est de réunir la gauche, et pas simplement les sociodémocrates, mais la gauche. Il ne faut pas oublier que François Hollande, son modèle, c'est le Parti socialiste du temps de la gauche plurielle, c'est-à-dire une gauche unie qui allait jusqu'aux communistes, mais dont le centre de gravité était le Parti socialiste. Finalement, aujourd'hui, c'est un socialiste qui est hégémonique à gauche. C'est Jean-Luc Mélenchon. Et François Hollande n'arrête pas de dire qu'il faut que l'hégémonie à gauche revienne au Parti socialiste. C'est pour ça d'ailleurs qu'il veut un changement à la tête du Parti socialiste, parce qu'il veut que le Parti socialiste, vraiment, non pas prenne son autonomie, mais prenne la direction de ce qui est devenu la gauche aujourd'hui. Et François Hollande a un atout par rapport à ça, c'est que c'est lui qui a qualifié le nouveau Front populaire. Le ralliement de François Hollande, la candidature de François Hollande aux élections législatives sous l'étiquette Nouveau Front populaire a notabilisé le Nouveau Front populaire. Et certainement, le Nouveau Front populaire n'aurait pas été ce qu'il est sans François Hollande. On a pu dire, le Nouveau Front populaire, c'est la gauche de François Hollande à M. Poutou. Et c'est grâce à François Hollande qu'on a pu dire ça. Et l'erreur tactique qui a été celle de M. Cazeneuve, je ne dis pas que c'est pas une bonne décision, mais l'erreur tactique qui a été celle de M. Cazeneuve de rester en dehors du Front populaire, finalement, prouve bien que François Hollande a pris, en tout cas à ce stade, la bonne décision. Dernier point, est-ce qu'il pense à 2027? Oui, tous les jours, et depuis qu'il a été incapable de se représenter en 2017. Et pas seulement en se rasant, donc. Nicolas Corato, est-ce que c'est un problème d'incarnation qui gêne François Hollande, ou c'est un problème d'idée, en fait? Ou les deux? Bonne question. Un peu des deux, ma générale. Un peu des deux, ma générale. Non, bon, alors vous là, avez bien compris. vous la flattez, là, vous la flattez. Eh oui, la question était bonne. Et le grade aussi. Hein. Un peu des deux. Un peu des deux. La personnalité, la perception de la personnalité de François Hollande par l'opinion publique et par les électeurs est un sujet quasiment de thèse sociologique. Et on serait assez surpris de voir que finalement ce président n'a pas si mauvaise réputation que ça auprès des électeurs, surtout dans son propre camp. Il n'y a pas de nostalgie de l'ère François Hollande, pas du tout, mais il n'y a pas non plus une condamnation définitive. Je parle des électeurs de gauche, parce que dans un premier temps, ce qui importe, en tout cas pour François Hollande, s'il veut se présenter en 2027, c'est de pouvoir incarner son propre camp, puis ensuite d'élargir, bien entendu, entre le premier et le second tour. Ensuite, sur le projet, c'est là où il y a un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, le projet du nouveau Front populaire est un projet de briques et de broc. C'est pas un projet sur lequel on peut se projeter pour une élection présidentielle. C'est un projet d'urgence
qui a été imposé à la gauche, et la gauche s'est imposée ce petit dénominateur commun de programme, mais c'est aussi pour ça que François Hollande a besoin d'un appareil politique, d'un parti à l'ancienne, d'un parti socialiste qui se remette à penser, qui se remette à travailler, qui se remette à faire des propositions programmatiques et qui ne fasse pas du copier-coller de LFI. Ça réagit au 0826 300 300. Hakim, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que François Hollande se prépare pour 2027 Il n'y pense pas qu'en se rasant, comme disait Sarkozy. Oui, absolument, oui. Oui, sans doute qu'il se prépare, il a une idée derrière la tête, c'est évident. Après, c'est toujours difficile pour un ancien président de se représenter, on le voit avec Donald Trump, on l'a vu avec Giscard, etc. Je pense qu'en fait, il a tiré les leçons de ce qui s'est passé aux élections législatives. On a vu la gauche arriver en tête, mais elle n'a pas pu capitaliser. Il manque quelque chose. Et ce quelque chose, je pense, c'est sans doute un rapprochement avec des gens de centre-gauche. Et c'est ce qui a cruellement manqué à la gauche. Et puis la deuxième chose, on voit bien que à gauche, il va y avoir une bataille des chefs. Mélenchon, il va être là, sans doute au deuxième tour. Il risque d'y avoir du sang sur les murs. Et peut-être que Raphaël Glucksmann va réussir son pari, c'est-à-dire peut-être être le leader de la gauche. Moi, j'ai un peu du mal à croire que François Hollande va réussir à se positionner entre tous les deux. Moi, je pense plutôt à cette bataille de chefs-là. Ça va être très très dur, il va y avoir du sang sur les murs. Et je pense que la direction qui est en train de prendre la gauche, notamment sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'elle déplaît à des historiques de la gauche, à des gens peut-être moins jeunes, pas les 18-25 ans, mais au-delà, peut-être les gens qui ont un petit peu de sagesse. Restez avec nous. Raisonnable. Oui. Restez avec nous, Hakim. Villeneuve-sur-Lot, Cap à l'Est, chez notre ami Christophe Madrol. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui, vous nous appelez de Marseille. Et votre avis alors, François Hollande, le retour ou pas? Le retour de la momie. S'il revient, j'exige le retour de Leonarda aussi. Parce que franchement, c'est un couple inséparable. Et puis pourquoi pas Ségolène Royal, Premier ministre? Non, mais là, faut arrêter, quoi. François Hollande a été dans l'incapacité de se représenter en 2017, étant arrivé à un point d'impopularité invraisemblable. Je suis sidéré qu'il ait pu s'allier à des islamistes pour être élu. C'est vraiment l'opportuniste, le cynisme politique à son plus haut point, jusqu'à Emmanuel Macron, parce que... Mais quand vous dites islamiste, vous pensez à qui là? Islamiste, je pense à LFI. Voilà. Ah oui, non. Voilà, islamo-gauchiste, éventuellement. Islamo-gauchiste, mais pas islamiste. Un pacte avec ce diable-là. Désolé pour le raccourci. Et je ne comprends pas comment, avec un bilan comme le sien a été, il peut avoir l'idée de se représenter à nouveau. Bon. Voilà, je ne le comprends même pas. Mais, merci alors, Jean-Pierre. Nicolas Corato. Nicolas Corato, 2 salles, 2 ambiances. Oui. Hakim qui a plutôt, j'allais dire de la compassion, non, plutôt de la sympathie pour François Hollande. Et Jean-Pierre qui dit Hollande, il ne s'est même pas représenté, sa carrière, c'est fini. Oui, alors la difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la perception qu'a l'électorat de gauche. Je ne sais pas si vos 2 auditeurs sont nécessairement des électeurs de gauche. J'ai un doute, mais je ne veux pas aller dans ce détail-là. Mais c'est vraiment la question préalable que doit se poser François Hollande. C'est-à-dire, il y a des problèmes sur le CV de François Hollande par rapport à la gauche, et pas que la gauche radicale. La loi El Khomri, la loi travail, a profondément marqué l'électorat de gauche qui en veut à François Hollande. De la même manière, le débat sur la déchéance de nationalité a beaucoup marqué un certain électorat de gauche. Donc, il n'est pas évident que François Hollande soit le rassembleur qu'il veut bien être aujourd'hui. C'est à lui, d'une certaine manière, et je crois que son ralliement au NFP fait partie de cette tactique, effectivement, d'apporter des gages à cette nouvelle gauche qu'il a vu naître sous son quinquennat, qu'il peut être un leader et qu'il peut ramener cette nouvelle gauche vers une gauche de gouvernement, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Le nouveau Front populaire a bien démontré qu'il n'était pas une gauche de gouvernement. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que l'expérience de François Hollande va être acceptée
pour ramener la gauche vers l'exercice du pouvoir. Et c'est le débat qui va se former au Parti socialiste, puis ensuite dans toute la gauche, dans les mois à venir. Philippe Bilger veut réagir. Nicolas, est-ce que, au risque de tomber dans une question politicienne, au fond, lorsque François Hollande s'affirme social-démocrate, est-ce que réellement il y a de telles différences programmatiques et presque philosophiques avec un Olivier Faure? Est-ce que la seule différence valable, ça n'est pas leur plus ou moins grande familiarité avec celui qui, à l'heure actuelle, comme le rappelait Christophe Madrol tout à l'heure, qui avait eu la chance de rencontrer le président Mitterrand, n'exagère pas, le général de Gaulle aussi. Mais et comment René Coty leur rapport avec Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça n'est pas cela la clé de tout? Vous avez raison, Philippe, il n'y a quasiment aucune différence idéologique entre M. Faure et M. Hollande. D'ailleurs, je rappelle qu'Olivier Faure a commencé comme assistant parlementaire de Jean-Marc Ayrault, qui est devenu le Premier ministre de François Hollande. Donc vraiment, c'est la même origine, c'est la même motion du Parti socialiste, et Olivier Faure est un social-démocrate, il est historiquement dans ce courant. La différence, elle est tactique, c'est qu'Olivier Faure pense que il vaut mieux faire alliance avec LFI aujourd'hui, quitte à laisser le leadership à LFI le temps que M. Mélenchon disparaisse du monde politique. Il parie sur la disparition de Mélenchon comme sur la disparition de Macron pour que le Parti socialiste redevienne un parti central. Et puis François Hollande qui considère que on vend son âme au diable en espérant que M. Mélenchon passe la main, que M. Mélenchon ne passera pas la main, et qu'il faut dès aujourd'hui se battre pour ramener l'hégémonie de la gauche au niveau du Parti socialiste. Christophe Madrol. Oui, étant donné que je suis le seul homme de gauche qui soutient François Hollande sur le plateau, le détail, Nicolas, c'est que pour bien connaître la gauche, les Verts n'iront jamais sur un rassemblement avec François Hollande aujourd'hui. Et la tournée des différentes villes que fait Marine Tondelier, elle était hier à Marseille, sur un débat sur le port, il y avait dans la salle que des gens de LFI. La gauche incarnée par Maria Carlotti ou Benoît Payan à Marseille n'était pas présente. Quand vous voyez aujourd'hui les propos de Sandrine Rousseau, ça ne va pas dans le sens du rassemblement de soutien à François Hollande. Et le dernier élément, je pense que l'espace social-démocrate de François Hollande est pris par Raphaël Glucksmann aujourd'hui. Et la vraie question aujourd'hui, est-ce que Raphaël Glucksmann va assumer l'héritage de cette gauche social-démocrate pour aller jusqu'au présidentiel ou pas? Parce que s'il décide d'y aller, à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité pour François Hollande. Sale gratouille ou sale chatouille, Raphaël Glucksmann? Je pense ni l'un ni l'autre. Alors, je vais juste répondre sur les Verts. Vous avez raison, non seulement les Verts, mais je vais même vous dire, même les députés socialistes. Les députés socialistes qui ont été élus aux dernières élections législatives ne sont pas prêts à abandonner l'alliance avec LFI. Et ne sont pas d'ailleurs solubles dans la social-démocratie telle que vous l'évoquez, les Payan, les Delga, etc. C'est pas du tout les mêmes gauches. Donc voilà. Après, est-ce que M. Glucksmann est l'avenir de la gauche? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est un tout petit segment de la gauche, M. Glucksmann. Alors certes, il a fait un bon score aux européennes, mais il est incapable aujourd'hui. De toute façon, le pari de François Hollande, c'est que la gauche ne gagnera pas sans être alliée de la manière la plus large possible. Hollande est un mitterrandien sur le sujet. Donc il ira jusqu'à LFI, non pas à LFI le parti, mais les électeurs de LFI, et certainement une certaine part d'LFI qui est déjà partie, je pense à tous ceux qui ont été purgés, entre guillemets, et qui pourraient revenir assez facilement. Hein. Finalement, Alexis Corbière travailler avec François Hollande, c'est pas complètement antinomique. Mais c'est ça le pari de François Hollande, c'est l'alliance de toute la gauche, mais avec un centre de gravité socialiste, social-démocrate. Monsieur Glucksmann, lui, il veut partir de la social-démocratie pour l'étendre et l'imposer à tout le monde, et ça ne fonctionnera jamais, ça n'a jamais fonctionné. La social-démocratie aujourd'hui, finalement, dans le paysage politique à gauche, elle est assez résiduelle. Merci beaucoup pour cette analyse, Nicolas Corato, spécialiste de communication politique, président du fondateur du think tank Place de la République. À très bientôt, Nicolas Corato. Merci beaucoup. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. On aurait adoré garder Nicolas Corato, qui est excellent au qui c'est qui l'a dit, mais on a Hakim. Bah oui, dans un instant. Allez, on fait une petite pause. On réfléchit. Allez, à tout de suite. De trop. Ah ouais, mais tu vas encore gagner. À 20. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix?
En pleine forme. Bah oui, les vrais voix. Absolument, en pleine préparation du qui c'est qui l'a dit. Il y a quelqu'un? Bonsoir. Dring. Il y a quelqu'un ou il y a personne? Non mais là il y a une telle concentration vu la tension qu'il y a. Il y a une qui c'est qui l'a dit. Oui, mais oui, ça, il y a la pression. On peut plus se permettre la moindre. Voilà, il a la moindre écart de quart nous met dehors du jeu. Et puis c'est vrai qu'on a un champion avec Philippe Bilger. Et Hakim est fort. Et je vois que Madame l'avocate, Madame outsider, moi je suis outsider. Non, est très fort aussi. Et puis Hakim est avec nous. Hakim. Exactement. Vous connaissez la tradition, Hakim? Oui. Alors, c'est le jingle en direct de Villeneuve-sur-Lot, les amis. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et ce quiz de l'actu, mon cher Hakim, écoutez bien, c'est un point. On démarre doucement. Moi qui ai sauvé la Grèce, je sais qu'il ne faut pas laisser les comptes publics dériver et l'endettement devenir insupportable. Hakim. Alors j'aurais dit peut-être. Alors Angela Merkel, elle est plus là. Là, je vois pas. Allez-y. Hollande. Bonne réponse de Premier point. En plus, C'est vrai oui, c'est mon premier point. Ah, c'est Mon la premier première, point. c'est bien. Mais de toutes toute les votre fois. vie, Sandrine? De toute ma vie. Non mais excusez-moi, Sandrine, 1 point. Voilà. Merci. Qui C'est c'est important. qui Non mais c'est l'a important. dit? Excusez-moi, c'est important. Hakim a 3 points. La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont fait de l'antisémitisme un carburant électoral. L'histoire les jugera. Hakim. Oula, alors là, je dirais... C'était sur Sud Radio ce matin. Allez, c'est un tout nouveau du gouvernement. Bonne réponse de... Qui donc? Othman Nasrou, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, c'était ce matin. Ah oui. Sur Sud Radio. De Rotaillot. Et je parle, Philippe. Question, qui c'est qui l'a dit? 2 points. On vous parle de justice fiscale, mais ce sont les Français, dans leur immense majorité, qui vont régler la facture. Hakim. La justice... Alors ça doit être quelqu'un de l'opposition. Oui. Non, peut-être Marine Le Pen? Non. Non. Allez-y. C'est quelqu'un de l'opposition, oui, mais pas du même bord que Marine Le Pen. Non. Olivier Faure. Bonne réponse de Philippe Bilger. Coup de bol. Un coup de bol. Est-ce que vous pouvez nous donner les résultats du loto, Philippe? Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Oui. Pardon de vous le dire, mais j'ai un sujet urgent là. C'est comment je réduis le déficit public en 2025. Si nous ne prenons pas cette responsabilité-là, qui va le faire? Michel Barnier? Non. Bah, Le nouveau ministre de l'économie, Armand. Non. Oui, moi aussi j'aurais dit Armand. Non, c'est un des ministres qui dépend de lui. Ah bon, qui? Ah ben le... Saint-Martin. Bonne réponse de Laurent Philippe Bilger. Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes Il n'a publics. pas partagé le manteau, mais il a... Oh, elle est bonne celle-là. Qui c'est qui? Il n'est pas qui monté l'a à dit? cheval non plus. Qui c'est qui l'a dit 1 point? Éric Zemmour prône une sortie de la politique. Marion Maréchal. Éric Zemmour prend une sortie de la politique. Oui, c'est ça. J'aurais dit aussi, pareil, Marion Maréchal. Eh ben, c'est pour vous le pour point. Hakim. Tant pis pour vous. Pardon, Christophe. Il fallait pas souffler. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, vous savez. J'ai envie de dire. C'est vrai. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Nous ne travaillons pas avec l'extrême droite. Je n'ai rien contre les électeurs du RN. Ils ont fait ce choix. Charge à nous, sur les lieux de travail, de les convaincre que ce n'est pas une solution. Mais quel comédien, ce Philippe David. Il est bon. Ça, c'est peut-être un syndicaliste. Oui, absolument. Ah, j'aurais dit Sophie Binet. non, l'autre. Attends. Laurent Berger. Non. Non, moi, je l'ai pas. Marie-Lise Léon. Bonne réponse de Philippe Bilger qui engrange 3 points. Est-ce qu'on pourrait pas l'éliminer, celui qui est en face de moi, là, monsieur Bilger? Ça suffit. L'éliminer, ça c'est Comment grave. dire c'est une Non, on peut tentative demander à la de, réalisation de couper son micro. de meurtre. Allez, qui c'est qui l'a dit 2 points sur Emmanuel Macron hué au rassemblement du CRIF. Il paye le flou artistique de sa position. Alors j'aurais peut-être dit non, le grand rabbin de France. Je sais qu'il aime bien Emmanuel Macron. Non, c'est un homme politique. C'est un maire. Un homme politique. Non, je vois pas. Un maire. Un maire. De grande ville. Lisnard. Non. Encore plus au sud. Encore plus au sud. Et encore plus à droite. Le maire de De Béziers, là. Pas Ciotti. Non. Non, pas Béziers. Pas Pas Estrosi. Robert Ménard. Hakim. Perpignan. Bonne réponse. Oh là là. Oui, à Lyon. Il ouvre son compteur. Attends, non. Et Hakim, vous aviez dit quoi? Non, j'avais dit le maire de Marseille. Non, j'avais dit le maire de Marseille. Est-ce qu'on le donne à Christophe? Qui c'est qui Oui. Est-ce que vous me donnez les points? Oui, je l'ai donné. J'ai bien compris, Hakim. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur Emmanuel Macron au rassemblement du CRIF? Je ne trouve pas ça normal. Hakim. Oh, ça doit être Jean-Luc Mélenchon, ça. Ah non, c'est le même parti. Pas loin.
Delogu Non. C'est pas Jean-Luc Mélenchon. Delogu, Panot Non. Il y a de la non, poule. bien sûr, c'est le député de Marseille. Non. Non, il y a de la poule dans l'air. Il roule dans l'air. Il y a de la Non, il y a poule. la poule, pas il roule. Il y a de la poule Un dans autre l'air. indice Roaco. mais non. Roaco, n'importe quoi. Mais non. Non, c'était Éric Coquerel. Coquerel, Ah, il y a de la oui, poule pas dans mal. l'air. C'est Oh, on n'a trop pas percuté. subtil, ma chère Cécile. On aurait dû. Manque de. Ouais, j'aurais dû vous faire Bon, eh bien, écoutez, c'est quand même Philippe Bilger qui a gagné avec 8 points. Devant Hakim 4, Sandrine 2 et Christophe Madrol 2. On est à égalité. Bravo. Ouais. Bravo Hakim, quand même, vous avez été très bon. Ah oui. Ouais, très bon. Oui, très bon. Et je sais que vous avez laissé Philippe Bilger gagner. Et Hakim, il a eu des Mais ouvertures. bien sûr, bien sûr. Il vous remerciera, vous inquiétez pas. Mais même si vous voulez gagner, il essaiera quand même de vous pilonner. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça que ça. Cette émission prend des travers. Je croyais Karim, qu'avec c'est vous avec votre Philippe interprétation. David, on est toujours là. On vous embrasse, Hakim. Merci d'avoir joué avec nous. Allez, on fait une petite pause. Le journal dans quelques instants. Et bien entendu, la météo. Il revient juste après 18h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et aujourd'hui, il y a une autre blonde autour de cette table. Ouais. Sandrine Pégan est avec nous, avocat pénaliste. Ça va, Sandrine? Oui, ça va toujours très très bien quand je suis avec vous. C'est pas trop compliqué avec tous ces garçons-là, ils sont Oh non, sympas. j'ai l'habitude, au contraire. Non, ça va. Ils sont pas bien méchants. Prisonniers, donc avec nous, c'est Ouais. facile. Voilà, c'est ça, bah oui. Vous êtes des agneaux là. Obligé de les C'est tenir. agaçant d'avoir de jolies femmes, on a envie de leur donner raison. Bah oui, Jolie femme et intelligente, il faut. Oui. Ouais. N'oublions pas de le Mais préciser. je préférais vous le laisser dire. Ah. Le prochain livre de Philippe Bilger, La séduction pour les nuls. Ouais, Là, voilà, vous c'est avez une manière avec des de... gros sabots. Vous me ferez la préface. Ouais. Oh, mais Et même là- la postface, si vous là, voulez. vous étiez hyper haut, Philippe Bilger. Et ben là, bam, vous Ah êtes ouais, retrouvé Mais dans ma le champ. chère Cécile, je ne cherche pas à séduire. Je n'aurai aucune chance avec vous. Nous avons des débats intellectuels. Ah bah voilà, enfin. J'aime ta chasse. Ouais, Non mais ce réalisme est beau en tout cas. Voilà. Et il abdique Ouais, tout de c'est suite, ça. c'est terrible. Philippe Bilger est avec nous, Christophe Madrol, bien entendu, et Sandrine Pégan est avec nous. Et vous nous laissez des messages sur notre répondeur et nous les écoutons 0826 300 300. Écoutons. Oui, bonjour, Julien de l'Essonne. Je voulais réagir sur le problème des mineurs délinquants et notamment les mineurs en foyer. Moi, je pense que le problème il vient d'un gros problème sémantique, c'est qu'on parle d'éducation nationale, alors que l'éducation, c'est ce qui se transmet par la famille. Et on ne devrait pas parler d'éducation nationale, mais d'instruction nationale. Le problème, c'est qu'en appelant éducation nationale l'instruction nationale, eh bien, on se retrouve en fait avec des parents démissionnaires qui disent « Ah, mais moi, j'ai pas besoin de m'occuper, de me charger de l'éducation de mon enfant. C'est l'école qui va le faire. » Donc voilà, je pense que le problème, il est intrinsèquement sémantique et je pense qu'il faudrait revoir vraiment la façon dont on agit et on parle de l'éducation et de l'instruction au niveau des enfants. Voilà. Philippe Bilger, sous la troisième, on parlait du ministère de l'Instruction publique. C'est une observation très fine sur la confusion entre éducation, institution, correction, ainsi de suite. Mais je pense tout de même que la plupart des parents, comment dirais-je, ne sont pas gangrenés par cette confusion des termes. Ils savent que l'éducation relève d'eux, même s'ils échouent, parce que c'est très difficile d'élever des enfants. Sandrine Pégan. Je ne suis pas d'accord quand votre auditeur parle de parents démissionnaires, puisque entre éducation et instruction, il faut qu'il y ait quand même une complémentarité. Les parents, ils ne sont pas forcément démissionnaires, c'est-à-dire qu'ils demandent aussi à ce qu'il y ait un appui pour moi de l'éducation. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils peuvent au sein de leur foyer. Il y a beaucoup de parents qui sont démissionnaires, Sandrine. Alors beaucoup, non, moi je dirais pas, pas beaucoup, mais parce qu'ils sont aussi peut-être dépassés par tous ces jeunes. C'est vrai que là, on voit bien la délinquance qui est en train d'augmenter, Donc, la délinquance juvénile. Démissionnaire. Oui, mais qu'on ne se repose pas non plus sur l'éducation. Donc c'est pour moi qu'il faut une complémentarité. Absolument. Christophe. Moi, je comprends pas tout, mais en tout cas, je suis d'accord avec votre auditeur. Le terme d'instruction nationale conviendrait beaucoup plus à la question d'éducation nationale. Eh bien, écoutez, on va en parler dans quelques instants. Pas du tout. Avec Philippe David, coup de gueule.
J'en ai vraiment ras-le-bol, et plus ras-le-bol que jamais de la culture de l'excuse. Et là, vraiment, j'en peux plus. Ah ouais, d'accord. Et bon, on en parle dans un instant, 0826 300 300. Vous voulez réagir? Vous avez jusqu'à 19h avec Philippe Bilger aujourd'hui, Sandrine Pégan et Christophe Madrol. Et vous, on vous attend tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais pas que Philippe David, Cécile de Ménibus. Pas que Philippe. Non, c'est le trio de choc que nous avons. Ce serait suffisant. Mais quand même, on a quand même décidé de faire venir d'autres personnes autour de nous. Vous êtes trop bons. Oui, bah écoutez. Non mais franchement, ça nous perdra, Sandrine Pégan. Oui, ça c'est clair. C'est Philippe Bilger avec Christophe Madrol et Sandrine Pégan qui est avec nous. Et vous au 0826 300 300. En attendant, qui va encore aller aujourd'hui? C'est qui va aller? C'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui ressemble malheureusement au village d'un narco-État, et pousser un coup de gueule contre la culture de l'excuse qui continue encore et encore. Depuis ce week-end, les médias parlent et reparlent, à juste titre, du chauffeur VTC abattu de sang-froid d'une balle à l'arrière du crâne par un criminel âgé de seulement 14 ans. Et les propos relatés dans certains médias d'un gardien de prison qui a connu le criminel lorsqu'il était incarcéré m'ont laissé pantois. Je cite. Quand il est arrivé, il était complètement paumé. Dans son regard, il était presque craintif. C'était un enfant, tout petit, frêle, un petit garçon. Avant de conclure par « ils tuent et ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont tué quelqu'un ». Alors désolé, mais à 14 ans, on n'est plus un enfant, surtout si on est en prison, car pour être incarcéré à cet âge-là, il faut avoir tiré, et pas qu'un peu, sur la ficelle. On peut facilement imaginer que pour être derrière les barreaux, il avait déjà fait de nombreuses victimes dans ses activités illégales. Ensuite, qu'on ne nous dise pas, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont tué quelqu'un, car le chauffeur VTC a été abattu de sang-froid, après avoir refusé d'obtempérer. On ne nous fera pas croire que ce criminel pensait sortir un pistolet d'alarme destiné à intimider sa victime. Il a tué et de sang-froid et n'a donc pour moi aucune circonstance atténuante, son âge y compris, même si a priori ses parents étaient eux aussi incarcérés. Ce n'est pas parce qu'on est né dans des conditions parfois difficiles qu'on a le droit de liquider pour de l'argent un pauvre chauffeur VTC qui a refusé d'obéir aux injonctions de 2 tueurs. Alors permettez-moi d'avoir une pensée pour lui plutôt que pour son assassin. Il s'appelait Nessim Ramdan, avait 37 ans, jouait au football en amateur et encadrait des jeunes qui pratiquent ce sport. Un garçon que sa famille et ses amis pleurent aujourd'hui et pour lequel j'ai toute la compassion du monde sans en avoir un gramme pour le salopard qui lui a ôté la vie. C'est un remarquable réquisitoire. Vous auriez fait un très bon avocat général, mon cher Philippe. Deuxième élément, vous avez totalement raison quand vous rendez hommage à cette malheureuse victime. Là où je ne vous rejoins pas totalement, mais je ne veux pas prolonger la discussion, c'est dans le fait que on ne voit pas immédiatement sur les visages et sur les apparences que les êtres sont des voyous, des criminels. Le gardien de prison a pu le voir comme ça, comme vous le décrivez, comme vous le dénoncez. Je veux dire, ça m'énerve maintenant quand il y a un terroriste, les gens, oh mais il était gentil, tenait la porte, on prenait le courrier, et pour moi c'est insupportable. Franchement, un homme sans histoire. Voilà, un homme sans histoire, voilà. Sur TF1, il aide les vieilles dames. Moi, Philippe, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous vous méprenez. Il ne s'agit pas d'une question de culture d'excuse. On n'est pas là en train d'essayer d'excuser quoi que ce soit. C'est pas une excuse sociale, ni sociologique, ni culturelle. Ses parents sont incarcérés, il n'a pas de chance. Philippe, c'est la culture de l'excuse. On ne peut pas comparer un enfant qui a 14 ans qui c'est pas un enfant à 14 ans. Mais c'est un adolescent, donc ça reste un enfant. Désolé, mais pour moi c'est pas un enfant. C'est un adolescent, en tout cas juridiquement, il reste encore un mineur et il est adolescent. Un enfant de 14 ans, un adolescent, comme vous le voulez, qui est élevé dans une famille aimante, bienveillante, avec des règles, des principes, que ce soit religieux ou pas du tout, mais tu ne tueras point, tu ne voleras point, et une famille là, qui n'existe pas. Les parents, ils sont pas a priori incarcérés, ils sont incarcérés pour trafic de stupéfiants. Donc ce jeune de 14 ans, lui, il était complètement démuni. Et quand le surveillant de l'administration pénitentiaire le voit arriver, en effet, il est perdu. Il est totalement en perdition, ce gamin.
Quand on n'a pas de repères, moi en tout cas, vous allez dire que je suis pas objective parce que je suis avocat de la défense, mais moi, ce jeune homme, bien sûr qu'après il y a eu un homme qui a été tué, et de toute façon, on n'est pas en train d'excuser son acte. On est en train d'expliquer ce passage à l'acte-là. Pourquoi il en est arrivé là? Parce que en perdition, pas de repères, totalement démuni, certainement dans un foyer d'accueil ou dans une famille avec pareil des personnes qui n'ont pas réussi à le cadrer. Donc, et puis la surenchère avec la cité. Oui, mais il y a d'autres enfants qui ont vécu la même chose qui ne tuent pas. Nicolas Sarkozy a expliqué l'inexplicable, on excuse l'inexcusable. Christophe Madrol. Moi je partage, pardon maître, mais moi je partage, et je suis éducateur spécialisé au départ, et je suis travailleur social, je travaille dans les quartiers nord, et j'ai travaillé avec des enfants, comme vous le dites, qui étaient en grosse difficulté. La plupart des gamins que j'ai suivis n'ont pas tiré une balle dans la tête aux chauffeurs de VTC. Et heureusement, mais oui, ils s'en sortent. La plupart des gamins que j'ai suivis à l'époque où l'éducation spécialisée était valorisée dans ce pays, on accompagnait les enfants de 12, 13, 14 ans au lycée, au collège, parce qu'on avait les moyens. Quand Philippe David parle du système pénitentiaire, on ne parle pas de la prison de Luynes ou des Baumettes. Le gamin a été incarcéré à la prison pour mineurs de ce qu'on appelle la Valentine, nous à Marseille. Donc avec un suivi censément spécialisé, mais aujourd'hui... Oui, mais maintenant, c'est parce qu'il est incarcéré récemment depuis hier. Il y a plus de travailleurs sociaux qui font l'accompagnement de ces gamins en difficulté. Donc à un moment donné, il y a un problème à ce niveau-là. La question, c'est pas... J'excuse pas le jeune. Là où je mets le doigt, c'est que la société aujourd'hui laisse faire ces mini-délinquants devenir des gros délinquants parce qu'il n'y a pas de suivi social et psychologique derrière. Un gamin comme ça qui prend un fusil, c'est qu'à un moment donné, il est condamnable, il est incarcérable, mais il faut que l'État aussi protège les citoyens en donnant les moyens à l'hôpital psychiatrique ou aux établissements spécialisés d'avoir des travailleurs sociaux qui accompagnent ces jeunes. C'est là où est le risque pour moi. Ouais. Vous ne pensez, vous ne pensez pas, Christophe, qu'il y a de jeunes et précoces destinés qui sont irrécupérables? J'en ai jamais rencontré, Philippe. Et pourtant, j'en ai vu dans les quartiers nord. Je me suis retrouvé une fois avec un pistolet sur la tempe. Enfin, dans la gorge, un gamin de 13 ans qui squattait un appartement. Quand on a voulu venir avec ma collègue travailleur social, le mec, il a pris le pistolet, il m'a mis le pistolet sous la gorge. Je l'ai regardé, et je suis pas un champion de rien du tout. Mais le gamin, il a compris qu'il allait faire une connerie. Et il a arrêté ce truc-là. Donc, tu vois, vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, on ne connaît pas l'histoire de ce gamin. Mais en tout cas, je connais bien la situation, puisque ça s'est passé à Marseille. Et ce jeune Nessim, qui était un entraîneur reconnu du club de football, était apprécié par tout le monde. Et pour nous, c'est... Et qui se destinait d'ailleurs à être éducateur. Pour nous, c'est dramatique. Qu'un gamin marseillais de 14 ans... C'est pas la première fois, et ça sera malheureusement pas la dernière fois, prennent un pistolet pour tuer un de ses concitoyens de franc-froid. Pour nous, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'il y a un échec. Oh, c'est plus qu'un oui, échec, mais l'échec du coup, alors peut-être aussi en amont par rapport au fait qu'il n'était pas scolarisé, donc du coup il n'a pas pu être encadré. Et voilà, il y a tout un tas de choses. Vous en parliez tout à l'heure très justement. Non mais il n'a peut-être pas été accompagné aussi. Oui, mais la culture de l'excuse. Non, c'est pas une culture de l'excuse. Moi, je suis entre. On n'essaye pas d'excuser, on essaye de comprendre le passage à l'acte. Oui, non mais le coup de gueule. Mais si, il faut comprendre parce qu'on va expliquer ça à la cour d'assises. On va devoir expliquer pourquoi à un moment donné il en est arrivé là. Parce qu'on ne naît pas délinquant ni criminel. Qu'est-ce qui fait que dans la vie on en arrive à c'est la théorie de Jean-Jacques Rousseau qui dit que l'homme est naturellement bon. Moi, je crois pratiquement le contraire, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est un autre sujet, les amis. Je pense tout de suite que l'homme n'est pas naturellement bon pour certains et bon pour d'autres. Merci Philippe David pour ce coup de gueule qui mériterait d'avoir un vrai sujet, un vrai débat. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. À table, c'est correct. Je vais te dire, c'est sérieux et puis c'est même grave. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Je pense que votre question est idiote. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le tour de table de l'actualité. Eh bien, justement, Sandrine Pégan, je voulais revenir, cette question de la criminalité juvénile en France. Oui, justement. Donc, ça fait un peu le pendant de ce que disait Philippe David. Désolé, je rebondis sur vous, Philippe, par rapport à cette affaire. Vous avez Philippe, vous avez bien sûr d'inspiration. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Vous pouvez rebondir. Bien sûr, parfois, il faut réfléchir avant de parler quand même. Blonde un jour, blonde toujours. Donc oui, par rapport à ce jeune de 14 ans, moi je le vois dans mon cabinet de plus en plus, que ce soit avec les rixes mortels ou autres, les jeunes aujourd'hui
vraiment rentrent dans la criminalité de plus en plus tôt. Et ça me fait terriblement peur, parce que c'est glaçant même et c'est alarmant, parce que finalement, même le ministère de la Justice qui essaye de se pencher dessus et qui a refondé le code pénal des mineurs, en fait, finalement, ça ne change rien. Et moi, je voulais avoir un peu votre avis sur, là, par exemple, ce jeune de 14 ans qui en arrivait à faire ça. Et c'est malheureusement de plus en plus légion. Comment on fait pour endiguer le problème ? Ça, c'est une vraie question. Ah oui, là, on peut faire un débat de 3 heures aussi. Je pense que c'est On peut répondre. Oui, bien sûr, vous pouvez répondre, Philippe. Alors, Sandrine, il y a un humanisme global dans tout ce que vous dites, et je ne m'en moque pas, entendons-nous bien. Sur le mineur de 14 ans, je crois qu'il y a une telle destruction parfois de la morale que, en réalité, ça n'est pas l'éducation qui a échoué, c'est le fait qu'il y a une morale intrinsèque qui n'a jamais pu exister. Je pense qu'il y a des mineurs, et vous l'avez très bien dit, de plus en plus précoces, de plus en plus violents, qui ne sont même plus soumis à une relation éducative, mais qui se vivent comme des unités libres et erratiques. Et on ne sait pas quoi en faire. Christophe Madrol. Mais moi j'avais une question, si ces deux parents sont incarcérés, qui s'en occupe de ce gamin ? Alors justement, là on aimerait bien avoir les contours un peu des modalités de son Essentiellement, il devait y avoir des travailleurs sociaux qui étaient nommés. Il n'y a pas qu'un Cécile, on a eu ce débat-là. Rappelez-vous, il y a quelques mois, soit dans un foyer, soit dans une famille d'accueil. Il y a eu quelques mois, on a eu sur ce plateau un travailleur social qui nous disait qu'il y avait eu une mesure d'un juge qui avait confié un enfant de 14 ans donc à la protection judiciaire. Et qui n'avait toujours pas d'éducateur 6 mois après qu'avait été nommé. Là aussi, il y a un vrai problème. C'est que le gamin restait... Rappelez-vous, on était dans sa famille, dans des conditions pourries, et qu'il y avait un juge qui avait été nommé, mais il n'y avait pas... Le travailleur social, il n'y avait pas les moyens de pouvoir fournir. On ne connaît pas l'histoire. Moi, je partage... Je le vois, moi, tous les jours à Marseille, dans les quartiers en difficulté. Vous vous rappelez, le chouf, on a eu ce débat-là aussi avec les policiers. On voit des gamins aujourd'hui qui ont 12-13 ans, qui font le chouf dans le trafic de drogue. Et en dessous de 13 ans, en plus, ils vont pas en prison. Merci en tout cas pour ce sujet. Le tour de table de l'actu revient dans un instant, après une petite pause avec Philippe Bilger et Christophe Madrol. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix aujourd'hui autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu. Bon, ça c'est fait. Avec Christophe Madrol, ça c'est fait. Sandrine Pégoron, ça c'est fait aussi. Voilà, très bien. Le tour de table de l'actu on fait la suite. On est d'accord. Je demande à Maxime. On est d'accord, Maxime ? On est tout à fait d'accord. Allez. Philippe Bilger, Emmanuel Macron fortement hué pendant le discours de Michel Barnier. Vous vouliez revenir sur cette séquence ? Oui, parce que tout de même, la relation qu'avaient en général les présidents de la République avec le CRIF était une relation d'estime, de confiance et d'encouragement. Là, on a vu un Premier ministre qui a tenté de défendre le président de la République dans cette journée d'hommage aux victimes du Hamas, et Emmanuel Macron a été hué à 2 reprises. Je dirais que je ne m'en félicite pas, même si parfois je peux penser le pire de la pratique présidentielle. Ça montre à quel point de dégradation l'image du président s'est installée dans l'esprit public, et notamment dans celle de nos concitoyens de confession juive. Moi, je dirais que ces huées ne sont pas passées inaperçues, parce que ça faisait référence soit à l'action ou à l'inaction d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut quand même rappeler que depuis janvier, il y a eu quand même 900 faits antisémites. Donc c'est normal qu'il y ait eu cette huée. Il y a une vive émotion, tout ça qui s'est dégagé, mais 900 faits antisémite. Oui, c'est énorme. Oui. Donc vous vouliez quoi ? Vous vouliez que finalement il ne soit pas hué, monsieur ? Attendez, Sandrine, là, je vois la mauvaise foi talentueuse de l'avocat. Jamais. Nous sommes un prétoire entre le procureur et l'avocat. Justement, vous pointez, vous ciblez un problème. Voilà une dénonciation permanente de l'antisémitisme et du racisme, y compris par Emmanuel Macron, et pourtant ses actes et ses propos augmentent. Je ne saurais, on ne peut pas l'imputer à Emmanuel Macron, objectivement.
Christophe Madrol. Il faut rappeler quand même qu'Emmanuel Macron a été le premier et le seul président à avoir fêté le Nouvel An juif en invitant la communauté juive à l'Élysée. Vous vous rappelez cette polémique par rapport aux bougies. Et rappelez-vous l'attitude de Mélenchon en dénonçant effectivement le fait que la laïcité en prenait un coup par rapport à ça. Moi, j'ai regardé les images de cette huée. Effectivement, il a été hué par une partie de la salle. Parce qu'effectivement, le fait de dire, parce que le CRIF aussi à Paris, n'incarne pas forcément le CRIF sur toute la France. Et le fait qu'il ait dit, je l'ai dit tout à l'heure, le 6 octobre, la veille du 7 octobre, de ne plus livrer des armes à Israël, ils ont considéré ça comme une provocation. D'accord ? Parce qu'à côté de ça, la France vend des armes au Qatar. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà un dossier, le fait que le président n'ait pas assisté à la manifestation contre l'antisémitisme? Bien sûr, c'est un vieux dossier déjà. Bien sûr. Mais il avait récupéré cela en invitant Haïm Korchia, le grand rabbin de France, à fêter la nouvelle année à l'Élysée. Donc il avait récupéré le fait qu'il ne soit pas à la manifestation par rapport à ça. Il y a eu un flottement d'Emmanuel Macron. Bon voilà, je pense qu'aujourd'hui, mais je comprends qu'on reproche à Emmanuel Macron beaucoup de choses. Oui, mais un soutien, il ne faut pas de doute en fait. C'est un soutien ou c'est pas un soutien en fait. En même temps, ça marche pas. Je vais pas faire le macronie sur ce plateau, mais je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas démérité dans son soutien à Israël en cherchant des accords, puisqu'il a essayé jusqu'au bout. Il a été beaucoup plus fin avec l'Israël, ce qu'il a fait avec l'Ukraine, à mon avis. Puisque vous avez la parole, Christophe Madrol, sur ce réchauffement des océans et de la disparition du plancton. Oui, moi je suis quelqu'un d'inquiet. Vous savez que je suis écologiste et je vois aujourd'hui, le rapport du GIEC nous montre que les océans et les mers se réchauffent. Mais au-delà du fait que ça se réchauffe, le plancton disparaît. Le plancton, dans la chaîne alimentaire, c'est le premier élément que les sardines, que les anchois mangent et sont mangés par d'autres poissons. Et le fait que le plancton disparaisse, c'est tout un cycle de vie qui disparaît dans les mers et les océans. Et c'est une vraie inquiétude. Parce qu'aujourd'hui, si nous réagissons pas avec la montée des eaux, et nous le voyons aujourd'hui, et malheureusement encore ce matin à Marseille, vous avez vu le vieux port. Eaux, vous voulez dire. La montée des eaux, puisque le réchauffement des eaux, Cécile, fait fondre les glaciers. Et donc le fait que les glaciers fondent, ça fait augmenter le niveau des mers et des océans. Résultat, c'est qu'il y a des villes aujourd'hui, on a vu ce matin le vieux port de Marseille, on a vu Nice, c'est prévisible, on a vu à Cannes, on a vu qu'il y a aujourd'hui un vrai risque qu'il y ait une immersion de villes proches des côtes, et c'est un vrai risque, il faut réagir dès maintenant. Et on peut regretter effectivement que pour ce gouvernement de Michel Barnier, l'écologie n'est pas une priorité. Je pense qu'effectivement, comme l'éducation, comme les sécurités, l'écologie doit être une priorité. Oui. Avec Christophe, on apprend des choses. Oui, c'est ça. Sandrine. Exactement. C'est vrai que je n'étais pas très sensibilisée à cette question-là, mais finalement, grâce à Christophe, je me suis un peu penchée et juste statistiquement, j'ai vu que là, il y avait la température moyenne de la surface des mers en mai 2024 qui était à 19,7 degrés. Ce qui est énorme. Alors qu'en fait, entre 91 et 2020, la moyenne des températures océaniques était de 0,26 degrés. Donc je me dis, ça devient vraiment très alarmant et heureusement que vous en avez parlé du réchauffement. Ne s'est jamais planté. Il n'est jamais plancton. Et attendez, il y a plancton, il y a zooplancton et il y a phytoplancton. Ah oui, mais c'est la chaîne alimentaire. On a compris. On n'a pas le temps, mais bon, c'est un grand débat. Merci beaucoup. On a compris. Mais il a un beau t-shirt vert, notre ami, en plus. Oui, absolument. C'est notre écolo. L'info en plus. Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Une illustration saisissante de la situation financière de l'État. Plusieurs gendarmeries ne payent plus leur loyer depuis la rentrée. Et oui, que fait la police, allez-vous me dire, face à ces loyers impayés? Sauf que quand le locataire de la gendarmerie, quand le locataire cède la gendarmerie, ça devient un peu rock'n'roll comme situation. 200 millions d'euros d'impayés au total. Le ministère de l'Intérieur avance des difficultés financières liées au JO et au renfort envoyé en Nouvelle-Calédonie. L'État n'avait finalement pas assez de marge de manœuvre pour faire face aux imprévus. Il a donc fallu faire des choix. C'était les loyers ou le carburant des voitures. C'est donc tombé sur le loyer. Mais la situation sera réglée en début d'année prochaine, promet le ministère. Les communes propriétaires des bâtiments devraient bientôt être payées après quand même quelques mois de vaches maigres à cause de cette situation. C'est ce que raconte Cyril Bernardin, premier adjoint à Cabestany dans les Pyrénées-Orientales. Amélie Béguin vient de le joindre pour Sud Radio. Il lui manque à lui 263 000 euros depuis la fin de l'année dernière et un manque à gagner évidemment pour le budget de fonctionnement communal. Il va falloir trouver et faire des choix. Qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Comment on va faire pour payer les factures qu'on doit? Mais en même temps, peut-être reporter sur l'année 2025 un projet qui aurait pu être fait en cette fin d'année. On se met à la place des familles de gendarmes, de savoir qu'au niveau national, ils se retrouvent dans une situation un peu complexe d'être logés dans des logements de fonction et que de savoir que leur entité, et donc la gendarmerie nationale, n'honore plus leur loyer. Enfin, c'est pas très rassurant et moi, je comprends leur désarroi.
Alors les communes comme ici à Cabestany, 10 000 habitants, avaient souvent fait fabriquer les bâtiments pour faciliter l'installation d'une gendarmerie dont elles avaient besoin. Pour autant, les loyers versés par l'État, ça faisait partie de l'équation de leur équilibre budgétaire. L'État devrait donc créditer une enveloppe nationale de 320 millions d'euros en décembre pour payer ce qu'il doit aux communes. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous revenez dans quelques instants avec nous à 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez participer au débat. On vous attend. Aude est là, pimpante, souriante. Et elle décroche le téléphone plus rapidement que son ombre. Donc vous êtes obligés d'être avec nous. Allez, on fait une petite pause. On reviendra sur Bruno Retailleau qui convoque 20 préfets pour recevoir la législation sur les expulsions. On en parle dans quelques instants. Oui, alors est-ce que l'application des OQTF passe par les préfets? Est-ce que Retailleau a raison de vouloir serrer la vis? Et à cette question, Retailleau peut-il trouver une porte de sortie pour les OQTF? Vous dites oui à 53%. Venez témoigner. Les vrais voix attendent vos appels ainsi que Aude au 0826 300 300. Et Jean-Paul Gourevitch est avec nous, chercheur essayiste et spécialiste de l'immigration. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que le sujet OQTF est un problème de volonté politique? Alors, l'OQTF est un problème très compliqué dans lequel les chiffres sont très sujets à caution et surtout où tous les gouvernements depuis 2006 ont eu à peu près tout faux. Et ben voilà, on en parle dans un instant. 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h et c'est un plaisir de vous retrouver bien entendu avec Philippe Bilger. Chaque jour des voix différentes mais nous gardons la voix principale. Philippe Bilger qui est avec nous tous les jours. Christophe Madrol ce soir, conseiller régional région Sud et Sandrine Pigan. Pigan. Qu'est-ce que j'ai dit? Pigan. Hein? Sandrine Pigan. Mais j'ai dit Pigan. Et non, c'est Pégan. Ah mais c'est mieux Pigan. Ah oui, c'est vrai. Mais mes clients souvent ils m'appellent comme ça. Oui, bonjour maître Pigan. Pigan, pardon. Vous n'êtes pas pigante. Non, vous n'êtes pas Pigan. Avocat pénaliste. Tout de suite, chers amis, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Le ministre de l'Intérieur a convoqué les 21 préfets des départements concernés par le désordre migratoire. Pour leur demander déjà d'expulser plus, de régulariser moins, et ils me diront aussi quels sont les trous dans la raquette. Comment améliorer l'exécution des obligations de quitter le territoire? Le taux, vous le savez, est faible, moins de 10% des OQTF aboutissent à une expulsion. Je vais me mobiliser et on va augmenter considérablement le taux d'exécution des OQTF. Et donc Bruno Retailleau réunit au ministère de l'Intérieur les préfets des 21 départements les plus concernés par les problématiques d'immigration clandestine. Objectif de cette réunion de travail, améliorer l'application des OQTF. Alors parlons vrai, est-ce que la baisse de l'insécurité passe par une explosion du nombre d'applications des OQTF? Faut-il aller au bras de fer avec les pays qui refusent de fournir les laissez-passer consulaires? Et à cette question, Retailleau peut-il trouver une porte de sortie pour les OQTF? Vous dites oui à 53%. Vous voulez réagir? Venez témoigner auprès de nous au 0826 300 300. Et il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment Les véritables enjeux de la migration aux éditions du Rocher. Jean-Paul Gourevitch est avec nous, chercheur, essayiste et spécialiste de l'immigration. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, vous qui connaissez bien Bruno Retailleau sur ces questions-là. Alors, quand j'entends le ministre Retailleau, j'ai de l'espoir pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une personnalité qui a toujours tenu le discours de rigueur et de fermeté quand il était au pouvoir ou quand il était au Sénat. Alors, la constance ne signifie pas forcément qu'on a raison, sinon Philippe David, qui répète les mêmes phrases, serait admirable. Mais je le suis. Mais deuxième élément plus sérieux, c'est que depuis qu'il est ministre, à l'évidence, il a pris conscience du fait qu'il ne suffit pas de parler, même énergiquement, qu'il faut tenter de mettre en œuvre. Et on le sait, il y a des pistes à emprunter, notamment, je me rappelle un très bon article de l'ancien ambassadeur en Algérie, Xavier Driancourt, dans le Figaro, qui avait exposé 7 moyens dont un ministre peut user
sans recours à l'Europe, en quelque sorte. Et donc, je pense qu'on peut faire des choses et qu'il en fera. Sandrine Pégan. Pour moi, sincèrement, là, on va être dans le concret. Monsieur Retailleau, ça va être très compliqué pour lui, en tout cas difficile, de faire de grandes avancées dans cette matière. Concret, pourquoi ? Parce qu'il va être face à deux problèmes. Donc déjà, il n'y a pas assez de place dans les CRA, donc les centres de rétention administrative. Il y a 1869 places, si je ne m'abuse, pour 700 000 OQTF, donc obligation de quitter le territoire français en stock. 000, c'est énorme. C'est en stock. Mais c'est incroyable. C'est énorme, bien sûr, et que 7% des OQTF sont exécutés. Donc déjà, problème. Alors donc oui, alors son projet, ça serait de faire une construction encore de CRA. C'est un peu comme avec les prisons. Donc déjà, ça va mettre entre 5 et 10 ans pour pouvoir construire. Il faut des terrains agricoles, il faut de l'espace, il va y avoir des recours des habitants. Donc bon, on n'en verra pas le jour tout de suite. Et le deuxième problème, c'est la délivrance des laissez-passer consulaires. On le sait. Donc là, il va y avoir un vrai terrain sur lequel il va devoir se battre, le volet diplomatique, et notamment avec l'Algérie, puisque c'est un accord quand même qui est intervenu depuis décembre 1968. Donc là, maintenant, M. Retailleau voudrait dénoncer unilatéralement cet accord. Mais alors, en contre-mesure, qu'est-ce qu'il fait ? Il restreint les visas. Donc, grandes avancées, moi, j'y crois pas. Christophe Madrol. Pas mieux que maître. Je ne rajouterai rien à ce qu'elle dit. Je partage complètement son sentiment. Parce qu'on est dans le concret, c'est ça qui fait que... on va demander à Jean-Paul Gourevitch. 700 000 en stock. 1800 places. Moi, je les vois dans le région sud. On a un invité. Oui, bien sûr. Jean-Paul Gourevitch, chercheur essayiste, spécialiste de l'immigration. État des lieux, finalement, de ce que vous venez d'entendre. Est-ce qu'il y a quand même des portes de sortie ? Alors d'abord, il faudrait se mettre d'accord sur un point. Les chiffres des OQTF appliqués sont contestés. 7% disent les uns. Vous savez que Gérard Darmanin avait donné des chiffres entre 16 et 20% parce qu'il avait cumulé les retours volontaires, les retours expulsion et les retours aidés. Bon. Les premiers, on connaît les chiffres, les deuxièmes, on ne les connaît pas. Mais de toute façon, ce qui est très clair, c'est que notre taux est très inférieur au taux de nos voisins européens. Il y avait une étude qui avait été faite sur 6 ans par Statista qui montrait que la moyenne des pays européens arrivait à un peu plus de 40% d'expulsion. On en est très loin. Le deuxième point, c'est qu'il y a des gens qu'on ne peut pas expulser parce qu'ils ont des enfants français ou qu'ils sont dans des pays en guerre. Et pour les autres, c'est effectivement la délivrance des laissez-passer consulaires qui pose problème. Pour contrebalancer cela, il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, celle qui a été donnée, c'est effectivement la diminution des visas. Vous avez cité l'exemple de l'Algérie, vous avez tout à fait raison là-dessus. Là, on est dans le bras de fer. La deuxième solution, c'est qu'il n'y a pas que l'Algérie, bien loin de là, qui refuse de reprendre ses déboutés. Il y a beaucoup de pays africains, notamment d'Afrique subsaharienne francophone. Et là, il y a quand même une porte de sortie tout à fait possible. Ces pays reçoivent une aide publique au développement de l'État français, c'est-à-dire des contribuables. On peut jouer sur cette diminution effective de l'aide publique au développement si les pays, comme le Mali par exemple, s'obstinent à refuser les déboutés et mènent en plus des campagnes anti-françaises relativement violentes. Philippe Bilger veut réagir. Je ne suis pas d'accord avec mes amis qui ont été critiques sur le sujet. Comment ça, M. Bilger ? Vous n'êtes pas d'accord avec nous ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous filez un mauvais coton. Pour une raison simple, c'est que à partir du moment où on a un ministre dont tout démontre la détermination et qui est prêt à mettre en œuvre les moyens, notamment à l'égard de l'Algérie, il n'y a pas seulement les visas, il y a d'autres moyens. Eh bien, je vois mal pourquoi, ou est-ce une tradition française, que dès qu'on a quelqu'un qui est capable, dit-il, de mettre en œuvre des résolutions validées par le peuple français, pourquoi ce pessimisme immédiat ? Jean-Paul Gourevitch rappelle l'aide au développement, il va le faire.
il va le Mais faire. ça servira à rien, Philippe. Si. Écoute-moi, Mais donc, on est j'ai totalement impuissant, suivi le dossier sans Euroméditerranée avoir pendant essayé. des années. Non, on n'est pas impuissant. J'ai pas dit ça. Nicolas Sarkozy a mis en place des choses. Gérald Darmanin est allé en Algérie, j'étais du voyage officiel, j'ai vu ce qui s'est dit. Mais ils en avaient strictement rien à battre. Mais justement. Ils en avaient rien à... Je finis. pardon. Rien à battre. Sur la question des OQTF, bien sûr qu'il y a des choses à faire. Bien sûr qu'il y a des règles à faire. Créer des postes, des places de prison supplémentaires, je l'ai dit, il faut sanctionner. Il faut pouvoir... Mais ensuite, il y a les règles internationales et ils savent très bien, les pays, on parle du Mali, mais les Mali, c'est quoi? C'est 1%. C'est rien du tout. Les pays sur l'aide au développement aujourd'hui, ils s'en fichent complètement. Ils regardent ailleurs, les pays africains. Les pays africains, d'ailleurs, vous m'aviez interviewé à l'époque, j'étais à la COP en Égypte. J'ai eu des rencontres avec les pays africains. Ils regardent plus vers l'Europe pour avoir de l'argent. Ils regardent vers les pays arabes aujourd'hui pour avoir le pognon qui leur permet le développement. C'est cette question-là qui se joue. Aujourd'hui, les pays africains préfèrent envoyer leurs délinquants, entre guillemets, dans la vieille Europe parce qu'ils savent qu'ils peuvent les gérer pour pouvoir avoir une aide au développement beaucoup plus sensée. Jean-Paul Gourevitch, après on donne la parole. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode, celle qu'a faite la Grande-Bretagne, par exemple, de sous-traiter quelque part ses OQTF avec le Rwanda, c'est-à-dire qu'elle renvoie les gens indésirables au Rwanda moyennant finance, et le Rwanda se débrouille avec les pays d'origine? Oui, alors c'est un petit peu ce que l'Italie avait fait aussi avec la Tunisie et ce qu'elle essayait de faire avec l'Albanie, mais je crois quand même d'abord qu'il ne faut pas diminuer le poids de l'aide publique au développement. C'est quand même 16 milliards d'euros qui sont donnés, dont la plus grande partie à l'Afrique. Et puis deuxièmement, on a souligné tout à l'heure l'absence de centres de rétention administrative. Mais quand nous avons fait l'année dernière avec Contribuables Associés l'étude sur le coût de l'immigration en France, on a proposé une solution qui n'avait jamais été proposée par personne et qui est une solution de bon sens. C'est-à-dire quand vous contestez une décision qui vous déboute, vous faites un appel auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Si cet appel est assorti d'une caution que vous déposez et qui vous sera remboursée si vous avez gagné, vous amenez un certain nombre de gens qui savent qu'ils ne déposent un appel que pour prolonger leur séjour. Ils risquent de se dire, bon, je ne vais pas en plus déposer une caution. Un certain nombre d'associations qui les aident vont se dire au bout d'un certain temps, ouais, ça commence à coûter cher pour pas grand-chose. Et le résultat, c'est surtout que s'il y a moins d'appels, les affaires seront traitées beaucoup plus vite. On gagnera du temps à la fois pour les migrants qui effectivement méritent d'être accueillis en France, et on gagnera du temps aussi pour tous ceux des déboutés qui savent que leur appel ne marchera pas et qui pourront pas faire. C'est aussi une hypothèse qui n'a pas encore été testée et qui, à mon avis, permettrait de raccourcir énormément les délais. Moi, je vais encore rester basée sur du concret et sur des faits. Pourquoi je veux confirmer mon pessimisme affiché? Parce que là, sous les anciens ministères, le délai de rétention administrative était déjà jusqu'à 90 jours. Donc déjà, on avait prolongé cette durée de rétention administrative, et maintenant, M. Retailleau, il veut la prolonger jusqu'à 7 mois. Donc on voit bien que finalement, quand on veut faire des choses, d'accord, c'est très bien, il propose. Donc c'est sa feuille de route. Mais donc déjà, on avait prolongé de 45 jours à 90 jours, et on voit que la situation est toujours la même. Pourquoi aujourd'hui, M. Retailleau propose de prolonger cette durée de rétention administrative jusqu'à 7 mois? Quel est l'intérêt? Ça permet concrètement, ça ne fera pas avancer les choses. Par exemple, peut-être que le tueur de Philippines, il serait resté plus longtemps en CRA, il aurait été expulsé. Et d'ailleurs, les délais augmentent, plus il faut que ce soit en corrélation avec les délais. Oui, mais ça signifie, vous avez raison, Sandrine. Ah, j'adore quand vous dites ça, monsieur Bilger. Je veux dire, ça n'est pas absurde d'allonger le délai à partir du moment où les autres services font leur travail. Oui, donc c'est-à-dire qu'on réclame les laissés-passer. Mais pourquoi vous rebondissez pas sur ce que
notre invité disait, Jean-Paul Gourevitch, pourquoi ça peut pas être une solution ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Non, mais vous avez raison, Parce que là, vous votez en touche, mais... Non, mais pas du tout. Jean-Paul Gourevitch a eu raison de proposer cette solution, mais lui-même est persuadé que ça ne réglera pas tout le problème de l'exécution des OQTF. Il faut bien un début, Philippe Bilger. Mais je vous rejoins. Et c'est peut-être ce que fait Bruno Retailleau, ou peut-être pas, ou mal. Jean-Paul Gourevitch, dans la question juste avant le débat, comme on dit, question cash, réponse cash, vous avez dit, je crois, depuis 2006, je me trompe peut-être de la date, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Quelles ont été les principales erreurs et qu'est-ce qu'il faudrait faire d'urgence aujourd'hui ? Alors, 2006, c'est la date où les OQTF ont été lancés. 5 ans après, on a assorti les OQTF d'une mesure qu'on a à peu près oubliée aujourd'hui, qui est l'interdiction de retour. Or, l'interdiction de retour, ça permet à des gens qui sont expulsés de ne pas pouvoir revenir parce qu'ils seront arrêtés avant même de remettre les pieds sur le territoire français. Alors, pour répondre à la question de Philippe David, on n'a pas eu beaucoup de courage et surtout on n'a rien anticipé. On savait très bien, quand on regarde les autres pays, que on aurait beaucoup de mal avec les pays d'origine des migrants en situation irrégulière pour essayer de faire en sorte qu'ils reprennent les déboutés. Il fallait donc démarrer les négociations au moment où on leur accorde en même temps de l'aide publique au développement, dont je ne conteste pas le principe. Une partie est très importante pour permettre de survivre, mais si on croit que l'aide publique au développement va freiner l'immigration, c'est une erreur totale. On a essayé de montrer justement l'aide publique au développement, elle suscite ou elle renforce le désir de migrer. Voilà pourquoi j'ai dit on n'a pas pris les mesures nécessaires à temps, on n'a pas anticipé et du coup on se trouve en train de courir après des gouvernements qui, comme l'a dit un de vos interlocuteurs, n'en ont effectivement pas grand-chose à foutre. Merci. C'est Parlons Vrai ici. Oui. Jean-Paul Gourevitch d'avoir été avec nous, chercheur, essayiste, spécialiste de l'immigration. Et je vous rappelle ce livre, Les véritables enjeux de migration aux éditions du Rocher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Sandrine Pégan d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Christophe Madrol. Merci Philippe Bilger. Merci Philippe David. On vous retrouve à partir de 20h. À partir de 20h pour parler football, pour les vrais voix du foot, Cécile. Absolument. Et dans un instant, on va parler d'emploi avec Nicolas Leroy et ses invités, le secteur médical en pleine transformation, notamment pour des raisons d'évolution démographique et technologique. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.